Je suis pédopsychiatre, comme c'est marqué là, donc je m'occupe d'enfants. Et depuis 2 ans et demi, je m'occupe effectivement de l'Association internationale de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et donc j'ai pu constater, j'ai beaucoup voyagé, et j'ai pu constater qu'il y a un invariant à différents niveaux. Qu'aujourd'hui on a des données sur la santé mentale ou la psychiatrie, et je vais revenir sur la distinction des enfants sur la planète, une étude de 2013 de l'Organisation mondiale de la santé, qui avant mélangeait les troubles psychiatriques avec les troubles neurologiques, l'épilepsie, les retards mentaux, etc. Et maintenant, les troubles psychiatriques sont autonomisés, et dans les pays occidentaux, clairement, jusqu'à 14-15 ans, les troubles mentaux ont de loin la première place en termes d'années de vie perdues de bonne qualité. Disability Adjusted Life Year. Et d'ailleurs, ça n'est pas le cas qu'en Afrique, où en Afrique ce sont les maladies infectieuses qui dominent à cause du HIV, de la rougeole, etc. Donc aujourd'hui on a des données pour dire que la santé de nos enfants et de nos adolescents, c'est la santé mentale et psychiatrique. Et en particulier pour les enfants placés, puisque vous savez que les facteurs de risque de problèmes psychiatriques chez l'enfant sont très liés à tout ce qui se passe dans l'enfance précoce, en particulier la maltraitance, etc., etc., etc. Donc vous connaissez le sujet infiniment mieux que moi. Or, curieusement, alors on a peu de données, mais on en a, les États investissent moins dans la santé mentale et psychiatrique des jeunes enfants que dans la santé somatique. Donc il y a un quiproquo, il y a une inadéquation entre les besoins objectifs de soins et la réalité des soins qu'on propose aux enfants. Et donc la question qui nous turlupine, c'est pourquoi c'est comme ça. Alors bien sûr, tout de suite il y a le syndrome de Calimero, c'est ils nous aiment pas, ils n'aiment pas la psychiatrie, et c'est toujours comme ça, et etc. Et on est malheureux comme nos patients, et voilà. Bon, c'est peut-être vrai d'ailleurs, mais ça suffit pas, naturellement ça suffit pas, c'est trop court, et il faut vraiment se poser la question. Pourquoi, et c'est d'autant plus vrai dans les pays occidentaux, curieusement, cette différence est d'autant plus importante dans les pays occidentaux, pourquoi il y a un tel déni de soins autour de la santé mentale et de la psychiatrie pour nos enfants, en particulier pour les enfants qui en ont le plus besoin. Alors en fait, cette question est horriblement compliquée. Et on n'a même pas écrit de papier dessus encore, parce qu'on attend de dépioter tous les bouts, et donc je vais vous donner l'état de mes réflexions. Moi je vois 4 bouts pour l'instant, et donc effectivement certains sont peut-être des fois un petit peu, pas provocateurs, mais un petit peu défrisants, et donc je serais ravi d'avoir votre point de vue. Je sais que j'ai plein de collègues qui ne sont pas d'accord avec moi. Alors premier point, naturellement qui est évident et qui est un invariant quasiment culturel, c'est la malédiction du care. C'est que vous savez que, a priori, pour qu'un enfant aille bien, il lui faut de l'amour, que l'amour ça coûte rien, ce sont les mamans ou les équivalents qui en donnent, et qu'il n'y a pas de raison de dépenser de l'argent pour ça. C'est un truc, il y a une littérature colossale là-dessus. C'est pour ça que les infirmières, les institutrices sont mal payées, enfin tout ça est... tout ça est hyper connu et donc ça obéit à une espèce d'imaginaire assez largement partagé sur la planète pour des raisons archaïques. Ça s'améliore tout doucement, mais tout doucement. Donc le problème du care, enfin, on ne va pas pouvoir le régler comme ça du jour au lendemain, c'est un problème politique et de société majeur. Deuxième point, l'ambivalence. Alors ça, je suis sûr que vous en avez conscience, mais quand même, il faut le rappeler sans arrêt. L'ambivalence qu'on a par rapport aux enfants, aux adolescents, et en particulier aux enfants et aux adolescents en souffrance. Parce que, bien entendu, les êtres humains aiment les enfants. On aime les enfants, et c'est vrai qu'un enfant qui s'émerveille devant le monde, c'est touchant, c'est des dessins d'enfants, c'est beau, un sourire d'enfant, c'est beau, les enfants disent ce qu'ils pensent, donc c'est touchant, et on ferait tout pour nos enfants, c'est vrai.
Il n'y a qu'à voir les parents, quand leur enfant est malade, sont capables de tout abandonner pour s'occuper de leur enfant. Donc la relation aux enfants est une relation très forte. Et d'ailleurs, et dans l'imaginaire collectif, c'est une évidence. On aime les enfants. On aime les enfants. Alors, bien sûr, alors qui plus est, les êtres humains aussi, contrairement à ce qu'on pense, hein, on se tape beaucoup dessus, il y a des guerres partout, il y a des attentats. Mais les êtres humains sont, parmi les mammifères, extrêmement prosociaux. On fait très attention aux uns et aux autres, contrairement à ce que vous pouvez penser. Vous savez qu'un gorille, quand il rencontre une femelle qui a déjà des petits gorilles, la première chose qu'il fait, c'est qu'il les tue. Il les tue pour pouvoir se reproduire à nouveau avec la femelle et pour pouvoir assurer sa propre descendance. Or, les gorilles sont parmi les primates qui nous ressemblent le plus et qui sont très développés. Donc, on est quand même loin de faire ça. On est quand même loin de faire ça. Il y a plein de beaux-pères qui s'occupent très bien de leurs enfants. Donc, donc non seulement on aime les enfants, mais en plus, les êtres humains aiment les gens en difficulté. Vous savez, ça a été étudié par les psychosociologues dans un match de tennis. Globalement, les gens supportent celui qui perd. Et quand celui qui perd se met à gagner, alors on se met à supporter le nouveau perdant. Hein, il y a une propension à soutenir celui qui est en danger et en difficulté. Et donc, logiquement, un enfant qui est en danger et en difficulté, tout est là pour qu'on fasse tout pour qu'il aille bien. Et c'est cette évidence transpire dans le discours social bienveillant. Alors bien entendu, vous allez rigoler, parce que vous savez bien que ce n'est pas le cas. Et effectivement aussi, il faut bien le raconter, parfois on déteste les enfants, y compris les nôtres. Et je vais vous relire un texte superbe d'un pédiatre anglais qui s'appelle Winnicott, que vous connaissez tous, mais ce qu'il dit est d'une transparence extraordinaire. Hein. Il dit pourquoi les mamans détestent leurs enfants. Alors, il est un danger pour son corps. Ben oui, l'accouchement, la grossesse, c'est un danger objectif pour le corps de la femme. Et elle le sait bien. L'enfant est une interférence dans sa vie privée. Tout le monde sait qu'après avoir eu un enfant, la vie privée n'est plus la même par rapport à avant. Hein. L'enfant blesse ses mamelons, et ça, on l'oublie de le dire en ce moment, en disant il faut allaiter, etc. C'est très bien d'allaiter, hein, mais bon, parfois ça pose problème, hein, ça fait du mal, ça fait même beaucoup de mal parfois. Il est cruel, il la traite comme un moins que rien, en esclave. Elle doit l'aimer, lui, ses excréments et tout. Il ne peut pas laisser place à la haine de sa mère, c'est qu'elle, non seulement par moments elle le déteste pour de bonnes raisons, mais en plus elle ne peut même pas le penser elle-même, hein, socialement c'est interdit. Il refuse sa bonne nourriture, mais il mange bien avec sa tante. Il l'excite, mais la frustre. Elle ne doit pas le manger, ni avoir de commerce sexuel avec elle. Bon, ça c'est un grand classique. Donc, effectivement, on a des fantasmes agressifs envers les enfants, et on a beau les aimer. Vous avez tous pris l'avion sur une longue distance. Dès qu'il y a un enfant qui rentre dans le cockpit, tout le monde croise les doigts en se disant pourvu qu'il ne soit pas à côté de moi. Donc il y a ça, et puis il y a les adolescents. Alors c'est encore différent. La relation à l'adolescence est aussi très particulière, qui est très sophistiquée. Il y aurait même une théorie qui dirait qu'il est naturel de ne pas aimer les adolescents parce que comme ça nous pousse à les écarter du nid familial. Donc ils ont la peau grasse, ils ont de l'acné, etc., ils nous dégoûtent, ils ont une transpiration qui a une odeur forte, etc. Et peut-être que, c'est des hypothèses, hein, mais en tout cas, la plupart d'entre vous avez déjà expérimenté ça, par moment l'adolescent déclenche des réactions de répulsion, hein, alors qu'en même temps, hein, ils sont la quintessence du désir sexuel. C'est entre 16 et 23 ans qu'on a l'idéal du partenaire. Hein. Il suffit de regarder dans les magazines, c'est bien comme ça que ça se passe. Donc, clairement, il y a une ambivalence par rapport à notre amour des enfants, et du coup, or, elle est peu verbalisée. Hein. Ça m'est déjà arrivé de lire le texte de Winnicott dans des conférences où les gens hurlaient en disant « mais c'est pas possible, vous pouvez pas dire une chose comme ça ».
Et donc ça fait que émotionnellement, le rapport à l'enfant en souffrance est un rapport extraordinairement compliqué, parce que dans votre tête en permanence, si vous êtes au contact d'eux, vous le savez encore une fois mieux que moi, ça déclenche des réactions ultra positives ou ultra négatives, et les deux pouvant cohabiter au même temps, et ce qui fait que c'est un travail qui est un travail difficile. Deuxième point, l'ambivalence. Troisième point, la stigmatisation des troubles externalisés. C'est que, et ça, on a des données épidémiologiques maintenant qui sont assez solides. Alors bien sûr, ça suscite des débats parce que ça a à voir avec les anciennes histoires de Sarkozy, etc. Que des facteurs de risque précoces sont prédictifs statistiquement de troubles externalisés, c'est-à-dire de troubles des conduites, de troubles positionnels avec provocation, d'hyperactivité avec déficit de l'attention, etc., etc. Alors, le problème, c'est que, épidémiologiquement, c'est la réalité. Hein, et c'est pas très compliqué à concevoir, c'est qu'un enfant maltraité précocement, effectivement, a tendance à avoir de l'impulsivité augmentée. Et quand vous avez de l'impulsivité augmentée, vous avez du mal à contrôler ce que vous dites et les gestes que vous avez, et vous pouvez avoir des passages à l'acte hétéro-agressifs. Hein. C'est pas très compliqué cliniquement à penser. Et c'est la réalité. Alors bien entendu, ça n'est pas déterminé, ça n'est qu'un facteur de risque. Il peut même se passer le contraire, c'est que chez les êtres humains, un facteur de risque, statistiquement, peut être associé à un trouble, mais parfois c'est exactement le contraire. Par exemple, un enfant maltraité qui, quelque part, sent qu'en lui, il serait prêt à faire des choses qui ne vont pas et qui devient policier ou juge. Justement parce qu'il se construit en opposition de ce qu'il est déterminé. Hein? Donc, bien sûr, tout ça n'est pas déterminé, c'est horriblement compliqué, mais quand même, c'est une réalité statistique. Les enfants qui sont en souffrance très tôt ont des problèmes plus tard, en particulier des problèmes externalisés. Or, dans notre société, et alors ça c'est quelque chose de massivement vrai, le trouble externalisé n'est pas considéré comme une souffrance que l'enfant présente. Le trouble externalisé, c'est une graine de brigand, il fait chier tout le monde, voilà, on n'en veut plus, on le met à l'écart. Donc c'est une double ou une triple peine. C'est non seulement il a vécu une enfance qui était difficile, en plus il souffre de ce qui se passe, mais en plus on ne le soutient pas parce qu'on considère que c'est lui qui ne se contrôle pas et qui embête tout le monde. Et c'est vrai ça à peu près dans tous les pays aussi. Et j'en arrive au dernier point, qui est, je crois que dans nos sociétés aussi, nous n'avons pas tranché quelle devait être la place de la médecine dans le soin. L'intitulé de ma présentation, c'était pourquoi le soin des enfants placés ou des enfants en difficulté provoque-t-il autant de difficultés et de débats, mais c'était soin. Et d'ailleurs, tu as parlé de santé mentale. Hein, et c'est vrai que dans le domaine de la psychiatrie pour enfants, souvent on utilise le mot santé mentale ou psychiatrie l'un pour l'autre, et soins et médecine souvent sont considérés comme des synonymes. Et santé et médecine, d'ailleurs, la ministre, c'est la ministre de la Santé, c'est pas la ministre de la Médecine. Alors, est-ce que ça pose problème? Eh bien oui, de mon point de vue, ça pose un problème majeur. Ça pose un problème majeur d'organisation des institutions et de reconnaissance de ce que font les uns et les autres et de ce que l'on devrait faire. Alors, je vais vous rappeler, vous vous souvenez de la définition de la santé, hein, et vous allez voir à quel point on est à côté de la plaque. Hein. La santé est accomplie de bien-être physique, mental et social, etc., etc. Il y a un collègue bordelais qui a fait remarquer que état de bien-être physique, mental et social, c'était après un shoot d'héroïne ou un orgasme. C'était... Mais c'est vrai. C'est vrai, état de bien-être complet, physique, mental. Ça arrive quasiment jamais dans la vie. Ça arrive quasiment jamais dans la vie. Et en tout cas, est-ce que c'est vraiment raisonnable de décider d'organiser les politiques publiques autour de ça? C'est, si vous voulez, c'est... Même essayons d'être sérieux.
et de dire ok, donc on veut que les gens soient heureux, hein, qu'ils soient bien, etc. Et c'est bien être heureux, mais juste allez voir l'article Philosophy of Happiness dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy, et vous allez voir qu'en fait la philosophie du bonheur c'est hyper compliqué, et qu'en fait il n'y a pas de définition du bonheur, il y a le plaisir. Le bonheur comme plaisir, le plaisir comme émotion positive. Alors on va dire c'est la même chose. Non, parce que vous mangez un gâteau, ça fait du bien, et vous êtes coupable, vous êtes malheureuse, malheureux. Mais vous êtes très féminine par l'instant. Et puis vous avez le bonheur d'être satisfait de sa vie, c'est-à-dire vous avez fait des choses difficiles, mais vous êtes arrivé à ce que vous vouliez. Et ça, c'est pas forcément du plaisir, c'est pas forcément des émotions positives, c'est la satisfaction d'avoir fait quelque chose de sa vie. Et donc vous voyez, déjà si on n'est pas d'accord sur le mot bonheur, comment voulez-vous que des institutions sérieuses comme l'OMS puissent avoir comme ultime objectif de faire que les gens soient en santé, santé au sens de bonheur. Et vous allez voir que c'est même encore plus quand. Je ne sais pas si celle de la santé, la définition de la santé, elle est connue, mais celle de la santé mentale, elle est moins connue. Et quand même, moi, ça me choque. Vous allez voir, la santé mentale est un état de bien-être. Alors, on retrouve la même chose que la santé. Donc, moi, je voudrais savoir en quoi, pourquoi la santé mentale, c'est pareil que la santé. Dans lequel une personne peut se réaliser, ok, surmonter les tensions normales de la vie, ok, encore que, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté. Vous vous rendez compte comme une institution transculturelle internationale définit la santé mentale avec dedans l'élément de productivité que vous devez contribuer à la vie de la communauté. Hein? Donc franchement, il y a autour de la santé et de la santé mentale, il y a un vrai problème de définition. Quand il y a un problème de définition, comment voulez-vous orienter les politiques publiques? Alors, tout à l'heure, je vous entendais parler de pédopsychiatrie et qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'en fait, on n'est pas les pires. Hein. Vous savez, en Inde, pour un peu plus d'1 milliard d'habitants, il y a 60 pédopsychiatres. Donc nous, on est à peu près 1000. C'est beaucoup mieux. Mais nous sommes beaucoup moins par nombre d'habitants que les pédopsychiatres aux États-Unis, par exemple. Donc oui, et le ratio du nombre de pédopsychiatres par enfant par rapport aux autres pays est plus faible que le nombre de psychiatres pour adultes par rapport aux patients pour adultes, aux psychiatres pour adultes. Donc on est effectivement légèrement sous-doté, mais par rapport aux autres pays, on est dans la moyenne, enfin, pays occidentaux, développés, etc. On est à peu près dans la moyenne. Alors, aujourd'hui, clairement, se pose la question de... alors, si la plupart de ces enfants qui sont en difficulté ont des problèmes de santé mentale, et que la santé mentale, c'est de la médecine et de la psychiatrie en particulier, puisque c'est mental, donc il faut que la plupart de ces enfants aient des pédopsychiatres. Mais ça ne marche pas. Enfin, un, il n'y en a pas assez, et deux, c'est même peut-être pas raisonnable. C'est peut-être pas raisonnable parce que ça n'est pas parce qu'un enfant est malheureux qu'il a un problème psychiatrique qui nécessite d'être vu par un psychiatre. C'est des choses qui sont différentes. Et aujourd'hui, et on n'est pas aidé par la nomenclature, qui est extrêmement permissive. Vous savez, le DSM, les systèmes nosographiques et psychiatriques sont très élastiques, très flous, et on peut donner, à partir du moment où un enfant vous est amené, 1 fois sur 3, 1 fois sur 4, vous pouvez trouver un diagnostic avec lequel ça va coller. Donc on a aujourd'hui une vraie question, qui est une question politique, qui est à partir de quel moment doit-on considérer qu'un enfant en souffrance est un enfant qui nécessite un soin psychiatrique. Et je crois que c'est le début du commencement de ce qu'il faut penser, et une fois qu'on aura trouvé cette ligne de partage, alors on pourra vraiment définir ce qu'est le médical, le social, entre les deux, et même ce qu'est le handicap, qui rajoute encore une couche de complexité, puisque le handicap, c'est ni la santé, ni la médecine. C'est, d'ailleurs, dans le champ du handicap psychique, c'est très, très, très approximatif, puisque vous savez que la nouvelle définition du handicap, c'est pas
une altération du fonctionnement, c'est une inadéquation entre un individu et la société. Hein? Alors à ce moment-là, quelque part, un pédophile a un handicap psychique. En tout cas, il peut le revendiquer comme ça. Je rigole pas, hein. Et donc, il y a aussi des vrais problèmes de contours qui, aujourd'hui, moi je trouve, il y a des grandes flambées de générosité à 3 balles, quoi. C'est-à-dire, on va dire, le handicap, le bien-être, etc. Et on ne se rend pas compte que derrière, il y a en fait des défauts de conceptualisation qui font qu'au total, ça ne marche pas. Alors, puisque je suis pédopsychiatre, qu'est-ce que je propose, moi, comme définition de ce qu'est un patient psychiatrique? Alors moi, ce que je vous propose, ça repose sur ce que l'on appelle une rupture phénoménologique. C'est-à-dire, quand vous avez tous eu la grippe et vous avez tous eu un syndrome viral grippal, c'est-à-dire des frissons, vous avez un peu de fièvre, et puis vous allez travailler quand même, vous prenez 1 ou 2 jours, et puis voilà. Et puis vous avez déjà eu la grippe, où vous ne pouvez plus vous lever de votre lit. Il vous est déjà arrivé d'être malade, au sens où tout d'un coup, c'est pas pareil, c'est terrible, vous êtes même inquiet, et même quelque part vous êtes inquiet pour votre vie, même si vous savez que vous n'allez pas mourir, mais quelque part c'est tellement sidérant que vous êtes écrasé. C'est ce qu'on appelle une rupture phénoménologique, vous n'êtes plus le même sujet. Et vous avez éminemment besoin qu'on vous aide. Vous levez le bras et vous dites « j'ai besoin qu'on m'aide parce que là franchement ça ne va plus ». Ce jour-là, vous avez rendez-vous avec la médecine. C'est ce qui définit le fait d'être malade, c'est de vraiment sonner à la porte du médecin et de dire « je vais pas bien, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide ». Vous voyez tout ce que je veux dire. Alors en psychiatrie, la même chose peut arriver. Vous avez une rupture sentimentale, vous êtes malheureux, vous pouvez être très malheureux, mais bon, c'est la vie, on va faire avec. On peut boire un coup, c'est pas forcément très efficace, mais on le fait, et puis au bout de 2 mois, 3 mois, on a des copains, et puis voilà, la vie reprend. Et puis vous avez sûrement vu autour de vous des gens qui étaient sidérés par la dépression, par l'anxiété, par des maladies psychiatriques, et vous avez vu que quelqu'un qui est déprimé, c'est pas juste quelqu'un qui a le cafard, quelqu'un qui est déprimé, c'est quelqu'un qui est complètement envahi par des émotions, qui ne peut plus sortir de ça, qui pleure, qui ne peut plus travailler, qui ne comprend pas pourquoi il ne peut plus travailler, et qui voit que les gens le prennent pour un mou, qu'il faut se secouer, mais que ça ne marche pas. Et il y a cette rupture phénoménologique, pareil. Et ce jour-là, ce n'est pas juste un mal-être existentiel, c'est un problème psychiatrique. Alors, avec la psychiatrie pour adultes, ça marche assez bien. Pour la pédopsychiatrie, honnêtement, c'est plus compliqué, effectivement. C'est que la plupart des patients qui nous arrivent, en fait, souvent, eux-mêmes ne se sentent pas si mal que ça. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que la souffrance d'un enfant, en fait, c'est la souffrance d'une communauté. C'est la souffrance d'une communauté et qui arrive avec un alibi, mais le mot est un peu fort, qui arrive avec un enfant qui est l'objet de la consultation. Mais en réalité, tout est plus ou moins dilué autour de ce qui se passe. Vous avez des enfants autistes, par exemple, avec des autismes légers. L'enfant lui-même ne comprend pas pourquoi les autres sont inquiets. Mais les autres sont inquiets parce que les parents, en difficulté, voient que leur enfant n'est pas normal, et bien sûr c'est une catastrophe, les enseignants aussi, etc. Et donc on voit, attention, ça ne se passe pas bien. Il y a cette rupture phénoménologique, je vois que mon enfant est vraiment différent, et que du coup ça m'angoisse parce que je ne sais pas ce qu'il va devenir, mais l'enfant lui-même, il n'a pas de problème. Et donc effectivement, il y a une difficulté de reconnaissance de ce qu'est à la fois l'objet de la pédopsychiatrie, qui est bien sûr un enfant, mais qui est aussi, autant qu'un enfant, la petite communauté qu'il y a autour de l'enfant. Et ça peut être autant la famille, que les enseignants, que les grands-parents, que les voisins. Tout ce monde-là peut être en écho de la souffrance de l'enfant. Et puis de vraiment déterminer à partir de quand la plainte émise par cette communauté relève vraiment de cette rupture phénoménologique qui fait que c'est trop, c'est vraiment impensable, c'est au-delà de ce que l'on voit d'habitude. Alors c'est délicat, mais je suis sûr
que dans votre métier, vous avez déjà expérimenté ça. Des institutrices, par exemple, enfin des professeurs des écoles, savent qu'une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, il y a un enfant qui est vraiment différent. Vraiment, il pose problème et que, même avec de l'expérience, c'est hyper difficile et même parfois, c'est pas possible du tout. Et que ça met tout en vrille, ça met la classe en vrille et l'institutrice aussi. Ben, cet enfant-là, cette rupture, le fait que c'est pas possible, le fait qu'on vient vous voir en vous disant, là, franchement, c'est autre chose, eh bien, c'est ça qui définit la psychiatrie et que ça n'est pas de la santé mentale. Et donc, bon, alors, c'est difficile à opérationnaliser, je vous l'accorde, mais je pense que sociologiquement, socialement, c'est bien autour de ça son travail, et je pense que le soin pédopsychiatrique devrait être réservé à cette petite population d'enfants qui sont en extrême détresse. Ça ne veut pas dire que pour le reste, les pédopsychiatres n'ont rien à dire, ils ont des choses à dire parce qu'ils ont de l'expérience, mais c'est leur job au même titre que le job de tout le monde. Je vais m'arrêter là, et je vous remercie pour votre attention.